Bonsoir. Alors merci, Pandélis, de me donner l'occasion de m'exprimer dans cette conférence débat sur un sujet qui évidemment m'intéresse beaucoup, bien que, en toute humilité, je ne pense pas occuper le rôle principal dans ce débat, n'étant pas de formation psychiatrique, puisque je suis un médecin légiste, pathologue, et donc confronté bien sûr au phénomène criminel, mais sous la casquette donc du médecin légiste. Il n'empêche que, évidemment, de ce fait, j'ai une pratique longue et importante de l'expertise, et c'est en ce sens que je voudrais intervenir pour cadrer un petit peu le caractère formel de l'expertise psychiatrique et notamment du rôle du psychiatre. Je voudrais donc dire que, en premier lieu, contrairement à une idée peut-être un peu répandue, l'expert psychiatre n'est pas un auxiliaire de la justice au même titre que pourrait l'être un avocat ou un greffier, mais il est l'auxiliaire du juge, c'est-à-dire qu'il est désigné par la volonté du juge qui estime qu'il a besoin d'un expert. Le juge n'est pas obligé d'ailleurs de désigner un expert, et cet expert, il le désigne pour qu'il puisse disposer d'un avis technique sur un domaine qu'il ne maîtrise pas, lui, juriste, en l'occurrence celui de la psychiatrie. Donc, il attend de l'expert que l'expert lui fournisse les éclaircissements qui lui paraissent nécessaires à la gestion du cas dont il a la charge. Ce qui est important de savoir, c'est que le juge n'est pas lié par l'avis de son expert, c'est-à-dire que s'il estime que les propositions ou les conclusions de l'expert, à la limite, ne lui conviennent pas, il n'est pas lié, il n'est pas tenu de les suivre, puisque l'expert n'intervient que pour un avis. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'expert psychiatre peut être récusé. L'expert est choisi et proposé par le juge, mais il peut être récusé par les parties en présence, et notamment par la défense ou le ministère public, l'accusation, pour des motifs qui doivent être évidemment justifiés, qui peuvent être soit des motifs de conflit d'intérêts, éventuellement de compétences, ou d'autres motifs pour autant qui puissent être justifiés. De même, l'expert peut lui-même se récuser s'il estime qu'il est lui-même en face d'un conflit d'intérêts parce qu'il connaît, par exemple, la personne qu'il doit expertiser ou qu'il a été amené à la connaître comme médecin, psychiatre, thérapeute, ou parce qu'il est en parenté ou avec cette personne qu'il doit examiner, ou alors qu'il estime qu'il n'est pas compétent pour les questions qui lui sont posées. Une question qui est importante et sur laquelle je suis toujours très attentif, c'est que l'expert doit toujours personnellement remplir sa mission. C'est-à-dire que s'il est désigné par le juge, c'est que le juge compte sur l'expert pour qu'il fasse entièrement la mission et qu'en particulier, il ne la délègue pas. S'il devait la déléguer ou s'assurer l'assistance d'autres personnes, à ce moment-là, l'expert a le devoir d'avertir le juge et d'obtenir l'autorisation du juge. Mais le juge doit savoir exactement qui a intégralement procédé à la mission qui a été confiée. Un sujet qui est aussi important, c'est la manière dont l'expertise doit être faite par l'expert désigné. Alors, j'ai précisé qu'elle devait être avec diligence, qui est évidemment a priori une des qualités qui est espérée de l'expert, mais aussi avec compétence. Et là, c'est la notion de responsabilité de l'expert qui est en jeu, c'est-à-dire qu'on attend de l'expert désigné qu'il procède à un examen et à une évaluation de la personne qui doit expertiser conformément aux règles en vigueur dans la profession.
Ce qui veut dire que l'expert ne peut pas se permettre d'avoir recours, par exemple, à des procédés qui n'ont pas été validés ou reconnus par la discipline. Je pense particulièrement, puisqu'il s'agit d'expertise psychiatrique, recours à certains types d'investigations dont on a entendu parler au niveau de techniques d'imagerie, par exemple cérébrale, d'imagerie par IRM fonctionnelle qui permettrait de mettre en évidence des régions du cerveau qui pourraient être impliquées dans des phénomènes déviants ou pathologiques, ou de même recourir à des procédés d'investigation d'autre nature comme système pour détecter si l'expertisé dit la vérité ou pas. Tous ces procédés doivent être, s'ils devaient être utilisés, se faire sous le contrôle du juge, donc avec l'autorisation du juge, et qui, en l'occurrence, je pense, ne pourrait l'autoriser que si il avait l'assurance que ces moyens d'investigation étaient validés. Le mot « validé » étant un petit peu difficile à comprendre, puisqu'il n'y a pas de règles en matière d'expertise qui permettent de dire comment une technique d'expertise peut être validée, mais enfin, disons, reconnue par la communauté scientifique, ayant fait l'objet de publications et communément appliquée ailleurs. Il faut évidemment que l'expertise soit faite en toute objectivité, c'est-à-dire que l'expert doit prendre connaissance des faits et les relater sans le moindre parti pris, et évidemment en toute impartialité, c'est-à-dire qu'il n'a pas à prendre parti pour une partie ou pour une autre, c'est-à-dire soit pour la défense, soit pour l'accusation. On lui demande d'être strictement impartial. Alors, l'expertise psychiatrique, en fait, a pour but essentiellement trois objets. Et puis ça, je laisserai ça détaillé par mes collègues. Mais évidemment, la première question qui vient à l'esprit du juge, c'est évidemment d'évaluer l'état mental et la responsabilité mentale de l'expertisé au moment des faits, si on est là pour lui reprocher effectivement d'être l'auteur de faits délictueux. Le deuxième objet, c'est généralement d'évaluer sa dangerosité, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un risque de récidive, et de manière à ce que le juge puisse prendre éventuellement les décisions qui s'imposent. Et enfin, éventuellement, de proposer des mesures thérapeutiques si cela s'avère nécessaire. Et je voudrais terminer pour juste faire une comparaison pour qu'on comprenne bien quel est le rôle du médecin expert par rapport à celui du médecin traitant. Le médecin expert, donc l'expert psychiatre, lui, dans sa position d'expert, intervient donc dans une fonction d'évaluation. On lui demande d'évaluer un état mental et d'évaluer une responsabilité, éventuellement une dangerosité. Il doit le faire sous l'autorité du juge, alors que le psychiatre traitant, lui, évidemment, a une fonction diagnostique, mais aussi thérapeutique. Il doit prendre en charge son patient et proposer un traitement. Et bien entendu, il ne répond qu'à son patient par le contrat tacite qui le lie avec lui. Il n'y a pas de secret médical dans le cadre d'une expertise, c'est-à-dire que l'expert doit rendre compte au juge de ce qu'il a appris dans sa mission. On ne peut pas se retrancher derrière le secret médical pour dire au juge, écoutez, voilà ce qu'il m'a dit, mais je ne peux pas vous dire parce qu'il ne m'a pas délié du secret. Ce qui veut dire que, évidemment, l'expert psychiatre doit clairement annoncer la règle du jeu à la personne qui est expertisée, c'est-à-dire de lui dire que c'est dans le cadre d'une expertise et que donc ça ne sera pas couvert par le secret médical. Alors qu'évidemment, le psychiatre qui intervient comme médecin traitant est soumis totalement au secret médical. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'expert psychiatre doit rédiger un rapport, bien sûr, pour donner ses conclusions au juge, et que ce rapport, il pourrait être amené à le défendre. Alors que, évidemment, le psychiatre, le médecin traitant, lui, ne fait pas de rapport et, en principe, n'a pas à défendre son point de vue autrement qu'à expliquer à son patient pourquoi il est arrivé à tel diagnostic, éventuellement, et pourquoi il donne quel traitement. Et ça, c'est une partie qui est évidemment parfois assez redoutée de la part des experts, et notamment en psychiatrie, parce qu'il faut bien dire que
Les experts psychiatres sont souvent soumis à rude épreuve, notamment dans les débats contradictoires lors des audiences au tribunal. Mais ça fait partie de la règle, et il faut savoir que l'expert psychiatre devra défendre son point de vue, parce qu'il peut être contesté. Il peut être contesté tant par la défense que par l'accusation, et il peut même être à ce niveau-là encore récusé. Donc c'est une position qui est pas toujours très confortable, parce que bon, c'est pas toujours très plaisant de voir ces conclusions combattues par la défense ou l'accusation, mais ça fait partie de la mission, et notamment les experts psychiatres savent qu'ils sont susceptibles d'être effectivement contestés, et généralement s'y préparent. Mais ceci est valable pour tous les experts. Voilà, je ne voulais pas me poursuivre plus longtemps. Je pense que être cantonné dans mon rôle d'expert en général, et je pense que mes collègues approfondiront plutôt l'aspect lié à la psychiatrie, qui est davantage de leurs compétences. Merci beaucoup. Je vais commencer par quelques mots d'histoire, effectivement, pour signifier au fond que les dialogues qu'il y a aujourd'hui, que tous les débats qu'il y a aujourd'hui autour de ce qui nous intéresse, c'est-à-dire de considérer la folie comme un motif d'exemption de punition d'une personne qui a commis un acte illégal, est au fond déjà présent dans les plus anciennes législations. Excusez-moi. En prenant juste un exemple d'une législation, oui, 6e siècle, le Corpus Juris Civilis, on voit le furieux, et le furieux, il faut l'entendre au sens actuellement un peu du psychotique délirant, de la personne qui dérange et qui a des troubles psychiques. Donc il y a l'idée du délire et en même temps l'idée de la violence. Comme l'enfant, c'est déjà intéressant de comparer ça. S'ils ont tué un homme, ne sont pas tenus par les lois, Cornelia, car l'un est défendu par l'innocence de ses intentions, l'enfant bien sûr, et l'autre est excusé par le malheur de son sort. Ainsi, pour les anciens, le fou n'est pas maître de son esprit, il ne peut pas comprendre la portée de ses actes, on ne relèvera contre lui aucune faute. Il ne sera pas poursuivi par la loi étant irresponsable, il faut au contraire le faire bénéficier d'une pitié qui se fonde sur son infortune, celle d'avoir un destin malheureux. Dans une idée, au fond, d'un destin qui lui est envoyé par Dieu, on estime qu'il est suffisamment puni par ce destin pour pas que la justice humaine, au fond, agisse, et même pour des actes aussi graves que le fait de tuer quelqu'un d'autre. Il en allait, au fond, cette conception charitable, considérer le fou comme ne faisant pas complètement partie de la communauté humaine, il en allait de même pour l'enfant, l'animal ou la tuile qui tombe d'un toit. Donc ça allait avec une conception, au fond, de la folie, de quelqu'un qui est complètement en dehors de la communauté humaine, et dans ce sens-là, il n'y avait pas de raison de le punir de la même façon que les autres. Je fais un saut immense dans l'histoire, et l'histoire est bien longue, mais on saute au XIXe siècle avec une conception... Pardon. On va y arriver. Au début de la psychiatrie, au moment de la constitution de la psychiatrie, entre le fin du XVIIIe, début du XIXe, où on commence à penser que la folie fait partie intégrante de la condition humaine. Et là, on nous dit, c'est une citation de Pinel, tout début du XIXe siècle, on nous dit les aliénés, donc là aussi, on reprend des termes, je reprends les termes de l'époque, c'est de nouveau les personnes qui ont des troubles psychotiques, on dirait aujourd'hui, loin d'être des coupables qu'il faut punir, sont des malades dont l'état pénible mérite tous les égards dus à l'humanité souffrante. On voit le saut qui est passé. La folie n'est plus considérée comme quelque chose, comme un destin malheureux qui est envoyé par les dieux, mais la folie, au fond, est une maladie. Et le fait que ce soit une maladie change complètement la conception, mais avec des conclusions, au fond, qui sont semblables au niveau de la justice. Ces personnes-là, il faut non plus les punir
Et donc il ne faudra pas seulement les laisser dans leur destin malheureux, mais il faudra évidemment les soigner. Ce sera la nouvelle conception et qui est encore en grande partie la nôtre. Et si vous voulez, on passe d'une idée de l'aliénation, c'est-à-dire de la personne qui est tout autre, qui est dans une toute autre logique, qui est hors du champ de la communauté humaine, on passe dans le champ de les maladies mentales, avec ce terme où on parle d'une folie unique, à, au fond, une multiplicité de maladies qui peuvent être différentes. Et donc, le 19e siècle, sa principale caractéristique dans le domaine qui nous intéresse, c'est d'être une médicalisation de la folie. Il n'y a pas une seule forme de folie, il y en a toute une série, on devra poser des diagnostics, et puis les maladies mentales peuvent prendre des formes multiples, autant dans leur aspect clinique et autant au niveau temporel. Et on verra que c'est très important parce que les questions qui nous sont posées, finalement, pour le procès, on doit toujours déterminer si la personne a une maladie mentale ou a une difficulté, un trouble psychique au moment des actes. Et on sait qu'un certain nombre de maladies mentales peuvent être cycliques, donc on devra déterminer à ce moment-là est-ce que la personne souffrait effectivement de ceci. Donc il ne suffira pas d'avoir un diagnostic pour déterminer une responsabilité ou une irresponsabilité. Vous avez en plus là l'un des premiers livres au fond qui se préoccupe de ces questions autour du crime et de la folie de Maudsley qui est édité autour des années 1880. Ainsi aujourd'hui, nous considérons que non seulement la folie est une des possibilités d'être humain, mais que les crimes les plus inacceptables sont des actes fondamentalement humains. C'est difficile à comprendre, c'est difficile à accepter. Je pense que c'est de plus en plus difficile dans notre société d'accepter ça, qu'au fond, contrairement à ce qui peut être écrit souvent dans les journaux de la sensation, les meurtriers ne sont pas, même les pires, ne sont pas des monstres, mais ce sont des êtres humains comme nous. Et ça pose évidemment toute une série de questions sur les limites entre le normal et le pathologique, sur qu'est-ce que la condition humaine, etc. C'est, je pense, des problèmes qu'on pourra réaborder dans le débat. Ceci, je crois que c'est vraiment très important, ne signifie en aucune façon que les actes doivent être excusés, mais qu'ils doivent, par contre, éventuellement pouvoir être compris dans la mesure du possible. Par ailleurs, la question de l'existence du mal et de son origine reste un des problèmes les plus complexes à penser et ne peut se réduire à la pathologie. Souvent, si vous voulez, en anglais, le terme est assez joli, on se pose la question de savoir si on est bad or mad. En d'autres termes, est-ce qu'on est dans le mal ou la maladie? Et une des questions qui est posée par l'expertise psychiatrique, c'est de savoir est-ce que les actes qui ont été faits dépendent effectivement d'une maladie mentale, et ceci en faisant l'hypothèse, bien entendu, que tout le mal de ce monde n'est pas réductible à toute la maladie. Il existe un mal qui reste inexplicable et qui est les propriétés, au fond, et qui n'est pas du tout une pathologie et qui probablement est une propriété même de tout être humain. Alors, l'expertise psychiatrique est justement une des façons contemporaines de mieux comprendre, lors du procès pénal, un certain nombre d'actes illégaux lorsqu'ils sont effectués par des personnes considérées comme ayant des troubles psychiques. Rappelons que l'enjeu du procès pénal est d'établir d'éventuelles culpabilités d'un prévenu et en fonction de cette dernière de fixer une peine, voire selon les cas de proposer des mesures de sûreté. Cette différence entre peine et mesure est rarement faite de façon correcte. Si vous voulez, je résume ça très brièvement. La peine, au fond, c'est ce que la personne reçoit en fonction de ce qu'elle a fait. Et la peine se calcule facilement en amende, en jours. Et puis, surtout, sa caractéristique, c'est d'avoir une fin qui est clairement déterminée. La personne est condamnée à 10 ans. Après 10 ans, elle est sûre de pouvoir sortir si elle n'a qu'une peine. En général, il y a bien moins de 10 ans parce qu'il y a toutes sortes de réductions de peine. Mais enfin, de toute façon, après 10 ans, elle est sûre qu'elle sort. Maintenant, il y a un autre système qui est un système beaucoup plus difficile et qui est la question des mesures. Et la mesure n'est plus en rapport direct avec les actes qui ont été faits. Par contre, ils sont en rapport avec la personnalité de la personne, avec les caractéristiques de cette personne. Et la question qu'on posera, j'y reviendrai brièvement, c'est de savoir est-ce que cette personne est dangereuse ou pas.
Est-ce qu'elle est à risque de récidiver? Et donc, une personne qui fait un acte illégal aura d'abord une peine qui se calcule, comme je viens de l'indiquer, et si la société, si le juge estime que la personne est dangereuse, elle aura en plus, ou à la place, ou les deux en même temps, une mesure. Et la difficulté de la mesure, c'est qu'elle n'a pas de fin autre que le fait que ce qui a été mis en place pour que cette mesure vienne disparaisse. C'est-à-dire, d'une certaine façon, la personne n'est pas condamnée pour ses actes, mais pour ce qu'elle est, pour ses caractéristiques psychiques. Alors, ça pose évidemment toutes sortes de difficultés, toutes sortes de questions dans une société en particulier sécuritaire, de plus en plus sécuritaire, soit dit en passant, aussi de plus en plus sûre. Donc le rôle, je reviens sur le rôle du psychiatre dans la procédure du procès. Il est effectif dès le moment où le juge a des doutes sur la santé psychique du prévenu. Le juge s'adresse à l'expert psychiatre d'abord pour lui demander s'il estime que le prévenu souffre d'un trouble psychique, c'est-à-dire du diagnostic psychiatrique, et si c'est le cas, l'expert va se prononcer sur deux aspects du fonctionnement psychique de l'expertisé. Donc, je reviens par là-dessus parce que le professeur Mangin en a déjà parlé, mais peut-être c'est intéressant de voir ensemble l'article au fond qui fonde l'expertise psychiatrique, qui est l'article 19 du Code pénal, et qui montre, au fond, prenons juste le premier paragraphe, on nous dit que l'auteur n'est pas punissable. Et cette phrase est assez extraordinaire dans le Code pénal, étant donné que le Code pénal est fait pour punir les gens en fonction d'un certain nombre d'actes qu'ils ont faits. Donc là, il y a un a priori qu'au fond, il y a un certain nombre d'actes illégaux qui peuvent être faits sans que la personne soit punie. C'est-à-dire l'auteur n'est pas punissable. Souvent, on dit qu'au fond, s'il y a une irresponsabilité, il n'y a pas de procès. Au fond, ce n'est pas ça la question, c'est que la personne ne sera pas punie si elle est considérée comme irresponsable. Alors, si je reprends le raisonnement que je faisais avant sur la peine et les mesures, vous comprenez aussi que si la personne n'est pas punissable, ça veut dire qu'elle n'aura pas de peine, ça ne veut pas dire qu'elle n'aura pas de mesure. Et je pense que tout le problème qu'on pourra discuter, il est bien sûr là. Parce qu'on estime souvent que si un psychiatre donne une irresponsabilité, qu'au fond la personne sort et puis tout va bien. C'est quasiment jamais comme ça, même si théoriquement c'est possible. Ça ne m'est jamais arrivé d'avoir un cas où quelqu'un aurait fait un acte illégal important, qui aurait été déclaré irresponsable et qui n'a pas des mesures. Donc, je reviens à l'article 19. L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas quoi? La faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte. Apprécier le caractère illicite de son acte, ça signifie est-ce que la personne savait ou pas qu'elle était en train de faire quelque chose d'illégal. Dans notre jargon, on appelle ça les capacités cognitives. Est-ce que la personne avait l'intelligence suffisante pour comprendre? Est-ce qu'elle avait des capacités de synthèse suffisantes pour comprendre qu'elle faisait quelque chose d'illégal? Et la deuxième chose, c'est si la personne possédait effectivement ces capacités-là, pourquoi elle les fait quand même? C'est-à-dire de se déterminer d'après cette appréciation. L'exemple le plus simple, vous êtes sur l'autoroute, vous roulez à 130 parce que vous êtes entre deux radars. Vous savez que c'est interdit et vous voulez le faire parce que vous voulez aller plus vite et puis vous savez que vous n'allez pas être puni parce que vous êtes entre deux radars. Donc vous savez et vous voulez. Donc vous êtes punissable. Alors ça, c'est la définition de l'irresponsabilité. Il y a ensuite la définition de la responsabilité restreinte. C'est la même définition, mais avec des faits de la personne ne possédait que partiellement, et puis au fond, là, le juge atténuera la peine à ce moment-là. Le troisième paragraphe, on nous dit qu'un certain nombre de mesures peuvent être prises, c'est ce que je venais de vous dire. Donc, par rapport à la faculté d'apprécier le caractère illicite de l'acte, c'est la question du libre arbitre qui est en jeu. Et pour être puni, la justice estime bien sûr qu'une personne doit avoir la liberté intérieure de choisir et de décider. Et s'il est clair que certains troubles psychiques abolissent ou diminuent l'une ou l'autre de ces facultés, ce n'est de loin pas toujours le cas. Et ça, je crois que c'est aussi un message important à donner. Il ne suffit évidemment pas d'avoir un diagnostic psychiatrique pour qu'on détermine une irresponsabilité.
Il faut encore déterminer qu'il y a un lien précis de causalité entre les troubles psychiques que cette personne avait et les actes qui ont été commis. On peut parfaitement être un schizophrène délirant et puis voler un journal ou voler quelque chose dans un grand magasin, être parfaitement conscient de le faire et ça n'a aucun rapport avec votre délire et vous serez considéré comme pleinement responsable. Ça aussi, je crois que c'est une erreur qui est souvent faite, d'estimer qu'au fond, il suffit d'avoir un diagnostic psychiatrique pour être considéré comme avoir une baisse de responsabilité ou une irresponsabilité. Donc le rôle de l'expert sera donc d'évaluer ces facultés que je viens de vous déterminer pour se prononcer sur l'état psychique dans lequel se trouvait l'expertisé au moment des faits. Et ça, c'est aussi un aspect important, si vous voulez, pour signifier que l'expertise psychiatrique sera toujours une reconstruction. Ce ne sera jamais une photographie exacte de ce qui s'est passé parce que malheureusement l'expert n'est jamais présent au moment des actes. Donc il devra toujours recréer un récit hypothétique de ce qui s'est passé au moment des faits. Et c'est important parce que la personne que nous voyons dans le cadre de l'expertise peut être dans un état psychique totalement différent de celui, et c'est généralement le cas, de celui dans lequel cette personne se trouvait au moment des faits. Donc, toujours, c'est une reconstruction, ce qui devrait rendre effectivement les experts très modestes. Et aussi, les juges attendent peut-être moins que ce qu'ils attendent de la part des psychiatres. Donc, pour le faire, il analyse d'une part le psychiatre, le passé de la personne, et surtout il se base sur des examens cliniques, en particulier sur la recherche de signes psychopathologiques, des troubles du cours de la pensée, des signes de délire, des hallucinations, des troubles de l'humeur, des troubles de la personnalité. Et pour finir, ces éléments seront utilisés dans une discussion médico-légale qui devra déterminer dans quelle mesure le délit est le produit d'un enchaînement causal pathologique ou, en d'autres termes, la conséquence d'une fatalité ou d'un déterminisme dû aux troubles psychiques. Alors, peut-être encore juste un mot. Au fond, qu'est-ce que le psychiatre sait faire ? Vous allez voir, ce n'est pas grand-chose. Il s'est posé un diagnostic en fonction d'une analyse des symptômes psychopathologiques. Au fond, c'est quand même pas mal. Et surtout, chercher s'il existe un lien de causalité entre ce diagnostic et les faits qui sont reprochés à la personne expertisée. Je viens d'en parler. Et puis, finalement, et c'est probablement ça le plus difficile, et peut-être ça fera le plus l'objet du débat qui va suivre, c'est d'évaluer les risques de récidive à partir d'éléments psychiatriques et éventuellement proposer un traitement qui puisse diminuer ce risque. Et par rapport à l'évaluation du risque de récidive, il faut juste quelques mots que je pourrais prolonger dans la discussion, mais ce qui est important à savoir, c'est que je pense qu'on attend beaucoup trop des psychiatres par rapport à cette question-là. Il faut se rendre compte que l'évaluation du risque de récidive par un psychiatre, et il faudrait dire par n'importe qui d'autre, n'est pas une science. C'est avant tout le résultat d'une rencontre clinique. Ce n'est pas parce que ce n'est pas une science que c'est n'importe quoi. Ça peut être quelque chose de très important, mais on n'est pas dans quelque chose de scientifique. Et au fond, la société attend de nous énormément par rapport à ça, et la société aimerait qu'on évalue les risques à un certain pourcentage. Et si ce pourcentage augmente, s'il est plus haut que tel et tel chiffre, ça signifie que les mesures doivent être prises. S'il est plus bas, les mesures ne seront pas prises. Donc on est dans quelque chose d'absurde, parce qu'au fond, le psychiatre peut donner une évaluation qualitative, et la justice est dans une autre logique, elle est beaucoup plus dans une logique qui est bien sûr quantitative. Ce n'est pas une critique de la justice, c'est simplement deux logiques qui ne peuvent pas se mettre complètement ensemble. Donc, nous sommes actuellement à un stade d'étude de la pertinence des différents outils à disposition. Il existe toute une série d'outils qui sont validés pour certains, moins validés pour d'autres. Je pense qu'il faut être extrêmement prudent sur cette question, parce que les conséquences, si vous voulez, très concrètes au moment du procès peuvent être absolument désastreuses. J'ai vu une expertise récemment, je donne souvent cet exemple, où le risque de récidive était évalué à 51% dans les 5 ans. Et ça, c'est juste absolument stupide, parce que ça part de données statistiques
et qui n'ont absolument rien à voir avec cette personne-là, ou si peu. Donc nous ne pouvons pas prédire les actes violents, nous pouvons par contre, dans certains cas, les prévenir en fonction des évaluations cliniques et des dialogues que nous pouvons avoir avec nos patients. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là. Je m'aperçois que le temps passe vite. Et je vous remercie. Ah non, excusez-moi, j'avais encore juste une chose, parce que vous savez maintenant ce que les psychiatres doivent faire, mais il faut que vous sachiez absolument ce que les psychiatres ne doivent pas faire. C'est-à-dire, c'est se prononcer sur la détermination de la culpabilité ou de l'innocence de l'expertisé. Ça vous paraît sûrement évident, mais dans l'expertise elle-même, c'est beaucoup moins évident que ça, parce qu'il suffit de quelques mots qui sont prononcés de telle et telle façon pour que les avocats ou le juge ou que la partie civile disent « Ah, mais enfin, écoutez, là, on voit bien que vous l'estimez coupable ou que vous ne l'estimez pas coupable. » Et bien sûr aussi donner son avis sur le futur jugement et en particulier sur l'éventuelle peine. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je reprends cette formule du professeur Gasser, mad or bad, qui schématise le nœud du problème. Est-ce que l'auteur d'une action criminelle, d'une action horrible, est un fou ou un malfaisant? Et cette question, elle est au cœur d'interrogations philosophiques qui sont anciennes, elles aussi. C'est toute la question du déterminisme, même si en fait ça ne se réduit pas à cette question-là. Et on s'aperçoit que de plus en plus, il y a une zone de convergence entre les philosophes et les spécialistes en psychiatrie ou neurosciences qui revisitent en quelque sorte les grandes questions de la causalité, du déterminisme, du libre arbitre. Et je pense que si on observe ces débats qui sont actuellement en train de quitter le séminaire de philosophie pour entrer à la fois dans les facultés de médecine, mais aussi dans les facultés de droit, surtout dans le monde anglo-américain, on voit que les problèmes n'ont pas du tout tendance à se simplifier. Le recours aux neurosciences complique plutôt qu'il ne simplifie. Et puis, là-dessus, ça s'ajoute, au fond, le fait que ces questions deviennent des enjeux populistes, des enjeux idéologiques. Et là aussi, on rajoute la société civile, indignée à juste titre par tel ou tel crime abominable, finit par rajouter une couche d'incertitude conceptuelle parce qu'on simplifie abusivement les questions. Et j'en dirai quelques mots à la fin. Mais en fait, pour l'essentiel, j'aimerais vous raconter une histoire clinique qui a une histoire récente, mais une histoire dans l'histoire de la philosophie contemporaine, parce que mon attention a été attirée sur cette histoire par un doctorant que j'avais, Frédéric Gilbert, qui est un doctorat en cotutelle avec le département de philosophie, et j'ai appris après coup que d'autres philosophes s'étaient intéressés à cette histoire clinique précisément, y compris d'ailleurs le professeur Synod Armstrong, qui, par le plus grand des hasards, est en train de parler dans un autre auditoire à côté. Ma foi, il y a des hasards comme ça. Alors, l'histoire. Adam, on va l'appeler comme ça, un homme de 40 ans sans antécédents pénaux, manifeste un intérêt croissant pour la pornographie enfantine. Il fait des avances à la fille d'un premier lit de sa femme, une jeune fille prépubère. Adam est découvert et reçoit le diagnostic de pédophilie. Diagnostic. Il est éloigné de sa famille et mis sous dépôt-provera. Condamné pour attentat à la pudeur d'une mineure, le juge lui présente le choix de participer à un programme de réhabilitation pour addiction sexuelle, un terme dont on entendra beaucoup parler ces prochaines semaines, je pense, ou alors de purger sa peine en prison. Adam se comporte mal au cours du programme qu'il a choisi et fait même des avances sexuelles au personnel. Au vu de cet échec, le juge ordonne qu'Adam purge sa peine de prison et la veille de son incarcération, il se présente au service d'urgence de l'hôpital universitaire de Charlottesville, qui dépend de l'université de Virginie, avec une très forte migraine. Et d'abord admis en psychiatrie, vu son dossier à la fois médical et pénal,
il est l'objet d'un bilan neurologique qui, là, de façon très surprenante, met en évidence une ribambelle de signes neurologiques graves. Et une IRM permet d'identifier une masse tumorale importante dans le cerveau d'Adam. Voilà, c'est le démon intérieur d'Adam, une tumeur qui déplace le cortex orbitofrontal droit et déforme le cortex préfrontal dorsolatéral. Alors la tumeur est resséquée, bien entendu, et les symptômes neurologiques disparaissent, mais en plus, Adam change complètement d'attitude dans ce programme de Sexaholics Anonymous, et au bout de 7 mois, elle peut regagner sa famille et est considérée comme non dangereux. 1 an plus tard, Adam souffre à nouveau de migraine et recommence à s'intéresser à la pornographie. L'IRM montre une récidive de la tumeur, celle-ci est resséquée à nouveau et le comportement d'Adam se normalise. Alors la question c'est, Adam est-il responsable et le cas échéant pleinement responsable? Alors il y a une position que j'appellerais la variante naïve du déterminisme, parce que je ne pense pas que le déterminisme soit toujours naïf, et qui dirait que forcément Adam n'est pas responsable. Son comportement est causé par la tumeur. Quand il se comporte mal, c'est la tumeur qui est aux commandes. La question étant ensuite, oui, mais qui est aux commandes quand il n'y a pas de tumeur? Après tout, le reste du cerveau, c'est aussi des neurones. Alors, ça, c'est une première, je dirais, une première vision du problème un peu simpliste. Alors, allons chercher dans la doctrine médico-légale traditionnelle. Adam est responsable, au moins partiellement. Parce qu'en fait, ce qui compte dans ce point de vue-là, c'est les raisons d'agir et non les causes physiques de l'action qui, en effet, impliqueraient une causalité où la tumeur joue un rôle prépondérant. Parce qu'après tout, Adam est bel et bien l'auteur volontaire de ces actes. Adam sait ce qu'il fait, Adam sait que c'est mal. D'ailleurs, on nous dit qu'il lutte contre ses mauvais penchants. En plus, il a ce critère qui est très important, en tout cas dans le droit anglo-américain, c'est la mens rea, ce qui dans le latin de cuisine du droit anglo-saxon veut dire un esprit coupable. Il entretient des mauvaises pensées, pourrait-on presque dire. Et puis Adam n'est pas, a priori, ne semble pas être franchement un malade mental au sens restrictif du terme, en ce sens qu'il n'a pas d'hallucination, il n'a pas de croyance fausse sur la réalité qui l'induirait en erreur sur ses actions et leur contexte. Maintenant, ça c'est une interprétation médico-légale possible, mais il y en a une autre, j'appellerais ça la doctrine révisée, pour laquelle Adam n'est pas responsable, parce que Adam, avec sa tumeur, peut effectivement s'empêcher temporairement de regarder de la pornographie ou de faire des avances à sa belle-fille ou au personnel du programme dans lequel il est enrôlé, mais à la longue, il ne peut pas résister. On pourrait dire que la situation d'Adam est décrite parce que le Code pénal français appelle, je cite de mémoire, une force prépondérante à laquelle la personne ne peut pas résister. Et dans la durée, il semble assez clair qu'au fond, cette force prépondérante décrit assez bien ce que subit Adam. Un argument philosophiquement un peu différent consisterait à dire que Adam n'est pas responsable parce que Adam plus la tumeur, ça n'est pas le vrai Adam. On pourrait raisonner à partir de la notion d'authenticité de la personne pour dire que, en fait, quand Adam a sa tumeur, il n'est plus la personne authentique au sens philosophique du terme et que, du coup, on ne peut pas lui imputer la responsabilité de ses délits. Et puis, il y a d'autres options philosophiques. Je pense en particulier à un philosophe anglais très intéressant, contemporain,
Gallen-Strawson, qui est un sceptique vis-à-vis de la notion générale même de libre arbitre et a fortiori de responsabilité pénale, pour des raisons qui sont intéressantes parce qu'elles ne relèvent pas d'une doctrine déterministe. Mais je ne vais pas m'étendre là-dessus aujourd'hui. Alors, en quoi est-ce que ce problème qui, pour les philosophes, reste extraordinairement complexe et une source de perplexité qui n'est pas résolue, est rendu encore plus insoluble, si je puis dire, par le fait qu'un certain nombre de crimes, en particulier les crimes pédophiles, deviennent des symboles extraordinairement puissants dans notre société et que ces difficultés conceptuelles majeures se recouvrent d'une couche supplémentaire d'obscurité lorsque c'est l'idéologie qui s'empare de ceci. On a l'impression qu'il y a une certaine vox populi pour qui les pédophiles sont des criminels qu'il faut pouvoir juger avec la plus grande sévérité. Les psychiatres sont trop gentils et trouvent trop facilement des excuses. Et c'est une façon peut-être de dire que la logique du droit pénal pur et dur devrait triompher sur le modèle médical. Ceci dit, si on examine où nous mène cette logique rétributiviste, pour prendre le terme technique, eh bien, elle risque de frustrer les attentes du populiste. Pourquoi ? Bien, pour des raisons que le professeur Gasser a déjà expliquées, c'est-à-dire que la logique pénale, c'est la logique de la peine, et la peine, c'est en quelque sorte le prix à payer à la collectivité pour s'être rendu coupable d'un acte criminel ou délictueux. Mais la notion même de peine, conceptualisée comme une espèce de dette du coupable vis-à-vis de la société, c'est que, normalement, la dette peut s'éteindre. Alors, soit on réintroduit la peine de mort, ou soit on réintroduit la perpétuité absolue, mais la perpétuité pénale, et pas la perpétuité comme mesure de facto, pour reprendre le vocabulaire du professeur Gasser, eh bien, forcément, il y aura un moment où la dette est éteinte. Comme le dit la formule standard, le coupable a payé sa dette envers la société. Donc, il sort de prison. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, assez souvent, il se passe ce qui est présenté sur cette page web, d'un mouvement Name them and shame them. C'est un mouvement qui vise, au fond, à identifier les pédophiles en fin de peine qui sortent, qui sont relâchés dans la société, et de les identifier et de publier leur identité, d'avertir les gens qui habitent dans le même quartier, etc. Toutes choses qu'on trouve, par exemple, dans les quotidiens tabloïds britanniques. C'est un créneau qui est assez répandu. Du coup, au fond, on voit que le coupable qui a payé sa peine vis-à-vis de la collectivité, une partie d'entre elles, ne lui donne pas quittance de sa créance payée. Et c'est là que tout à coup, je dirais que le populisme, dans cette problématique, retrouve quelques mérites à la vision médicale, en tout cas à l'idée qu'elle se fait de la vision médicale, parce qu'après tout, la vision médicale débouche sur des mesures, et ces mesures permettent, au fond, d'enfermer quelqu'un et de jeter la clé. En d'autres termes, le rêve du populiste, c'est après la prison, encore la prison. Et du coup, au fond, les psychiatres et la médecine sont un peu réhabilités aux yeux des idéologies populistes, pour des raisons évidemment assez ambiguës pour le moins. Parce qu'il est clair que la psychiatrie, lorsqu'elle est amenée à instituer des mesures, et en particulier lorsque ces mesures interviennent après la fin de la peine au sens rétributiviste du terme, eh bien, c'est une forme d'instrumentalisation de la médecine. On a bien vu, par exemple, quelque chose qui a peu fait, je dirais, il n'y a pas eu un mouvement comparable en Suisse, mais en France, en 2008, la législation a rendu beaucoup plus sévères les
les mesures de rétention de sûreté, et ça a suscité une révolte importante des psychiatres. Et en Suisse, bien, vous savez tous que des initiatives populaires ont débouché sur une législation qui est en délicatesse, dirons-nous, avec la Convention européenne des droits de l'homme, et c'est désormais un fardeau que juristes et psychiatres doivent porter, et c'est un indice, à mes yeux, de ce que nous vivons dans une société de moins en moins juste et de plus en plus justicière. Je vous remercie.